L'actualité est ainsi faite que les événements, même les plus dramatiques, disparaissent rapidement de la une des journaux dès que le sang ne coule plus. Ce fut particulièrement le cas ce dernier été où les foyers d'embrasement se sont multipliés dans le monde entier, Gaza, Ukraine, Libye, Irak et aujourd'hui encore la terrible menace de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais si l'actualité est volontiers oublieuse, les plaies restent vives et sont même grosses de conflits à venir. Ainsi, à Gaza. Après une guerre de 50 jours qui a causé la mort de plus de 2000 Palestiniens et celle d'un peu plus de 70 Israéliens, de nombreuses parties du territoire ne sont plus que des champs de ruines après les frappes massives de l'opération israélienne Barrière de protection. Et des dizaines de milliers d'habitants sont condamnés à vivre sans toit et dans le dénuement le plus absolu. Cependant, si M. X a choisi de revenir sur cette nouvelle guerre de Gaza, c'est pour proposer de découvrir qui est réellement ce meilleur ennemi de l'État hébreu, le mouvement Hamas. D'où vient-il? Quelle est sa véritable force? Et pourquoi, après avoir longtemps bénéficié de la mansuétude, sinon de la connivence des dirigeants israéliens, son existence semble-t-elle devenue une menace permanente pour Israël? C'est en tout cas ce qu'affirment ses dirigeants. Une première observation d'abord. L'histoire du Hamas est indissociable de celle de la bande de Gaza. Il faut le rappeler, c'est une minuscule bande de terre. Oui, c'est un territoire de seulement 360 km² qui s'étire le long de la Méditerranée sur une quarantaine de kilomètres. Au nord de Gaza, sa profondeur n'est que de 5 km et elle ne s'élargit que de 13 km à la frontière égyptienne. Au sud. Mais c'est aussi une zone surpeuplée. En effet, puisque ce tout petit territoire rassemble presque 2 millions d'habitants. Une densité tout à fait exceptionnelle. Et même unique. Alors, le Hamas et son origine. On se trouve tout de suite en face de deux théories complètement contradictoires et aussi sujettes à caution l'une que l'autre. La première, c'est celle des dirigeants du Hamas eux-mêmes. Ils soutiennent que leur mouvement est absolument indépendant de toute manipulation étrangère, qu'elle soit égyptienne ou même israélienne. Oui. Et la deuxième théorie, alors? Elle prétend à l'inverse que cette organisation islamiste est une pure création des services secrets israéliens qui entendaient ainsi embarrasser les Palestiniens de l'OLP. L'OLP de Yasser Arafat. En permettant l'existence d'un mouvement rival. Selon les tenants de cette thèse, le Hamas ne serait qu'un golem, c'est-à-dire, selon la tradition juive, un être artificiel créé par un rabbin kabbaliste de Prague au XVIe siècle. Un monstre qui finit par échapper à son créateur et sombre dans la violence. Ouais. La comparaison vous semble-t-elle être pertinente? Oui et non, mais nous allons voir cela de plus près. Pour bien comprendre d'où vient le Hamas, il faut remonter à l'époque où la Palestine vivait sous mandat britannique. Depuis la fin de l'Empire ottoman et avant la création d'Israël. L'événement fondateur, c'est la création en mars 1928 de la confrérie des frères musulmans. En Égypte. C'est ça. Son fondateur, Hassan el-Banna, qui sera assassiné en 1949, a l'ambition d'édifier un mouvement authentiquement populaire qui poursuit deux objectifs: la régénération morale de l'islam et la restauration politique des droits du peuple face aux colons britanniques. Qui exerce aussi sa tutelle sur l'Égypte. Et ça se traduit concrètement comment? Dans la deuxième moitié des années 30, un juge religieux, Ezzeddin al-Qassam, lance la guérilla anti-britannique en Palestine au nom du djihad. De la guerre religieuse, donc. Mais il est tué par l'armée en 1935. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de la résistance palestinienne et l'une des forces combattantes du Hamas porte son nom. Enfin, sautons quelques années. Après la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans créent une section à Gaza, une structure très intégrée à l'appareil égyptien de la confrérie. Et lorsqu'à l'hiver 47-48, Londres renonce de fait à assurer l'administration du district de Gaza, cela favorise la minorité active des frères musulmans sur place. Ouais. Et après la création d'Israël, alors? D'abord, il faut observer qu'il existe deux branches des frères musulmans en Palestine. L'une est rattachée aux frères jordaniens, et c'est le creuset du futur Fatah,
Et l'autre, proche des Égyptiens, où l'on trouve un certain Ahmed Yassine, deviendra le Hamas. Le cheikh Yassine, hein, c'est Oui, ça. et j'évoquerai ce personnage un peu plus tard. Quand commence la première guerre israélo-arabe en mai 1948, l'armée égyptienne intervient à Gaza. Est-ce que les frères musulmans participent au combat? Ils en sont, oui, mais ils refusent d'être inféodés aux forces égyptiennes. Et cette indiscipline conduit le Caire à interdire les frères musulmans et même à confisquer tous leurs biens. La suite, vous la connaissez, après l'armistice de 1949, Gaza devient égyptienne tandis que la Cisjordanie est incorporée à la Jordanie. En même temps, quelques 200 000 réfugiés palestiniens rejoignent Gaza, où l'ONU les regroupe dans des camps. Et ce brusque afflux de population accélère l'urbanisation de la bande de Gaza, qui, en dehors de 2 grandes agglomérations, était surtout un espace couvert de champs et de vergers. Et les frères musulmans? Ils sont toujours interdits à Gaza, comme en Égypte, mais ils se donnent une façade légale, l'association de l'unification qui a pour but la diffusion de la foi et les activités sociales et culturelles, comme par exemple la création de camps de jeunesse. Pas de politique, donc? Apparemment. En effet, car des militants plus déterminés s'entraînent au maniement des armes. Parmi eux, il y a des jeunes gens qui vont ensuite poursuivre leurs études au Caire, où ils rejoignent l'Union des étudiants palestiniens, qui va bientôt être dirigée par Yasser Arafat. Et d'où vient-il, lui? Arafat est le fils d'un commerçant de Gaza, réfugié au Caire. C'est un compagnon de route des frères musulmans, mais il n'a jamais été membre de la confrérie. En juillet 1952, date importante, la monarchie égyptienne est renversée par ceux qui s'appellent eux-mêmes les officiers libres, les frères musulmans, ont soutenu le mouvement. Et ils sont remerciés en se voyant offrir la municipalité de Gaza. Il aurait aussi permis d'acheminer une grosse aide humanitaire aux réfugiés de Gaza via des trains égyptiens. Mais il y a une contrepartie. Les nouveaux dirigeants du Caire, et parmi eux Nasser, ordonnent qu'ils cessent leurs infiltrations en Israël. Pas de provocation, c'est ça? Oui, mais ça déclenche la fureur des militants les plus jeunes et les plus engagés. Des gens qui feront parler d'eux plus tard comme Abu Djihad ou Abu Yad. Ouais. Leur nom de guerre, hein. Bien sûr. Et tous deux constituent chacun des groupuscules d'opposition. Il n'empêche qu'en cette année 1954, les frères musulmans représentent le parti politique le plus important à Gaza. Mais ce triomphe est provisoire. En octobre de la même année, Nasser est victime d'une tentative d'assassinat. Il en profite pour se débarrasser de son rival, le général Neguib, l'autre chef des officiers libres jugés proches des frères musulmans. Et presque inévitablement, cela entraîne une première et sévère vague de répression contre ces frères musulmans. Oui, parce que Nasser considère qu'ils sont complices. Et à Gaza, ce sont les jeunes militants de la confrérie qui s'imposent tout en conspuant le dictateur Nasser. Ouais. À cette date, on s'achemine vers la crise de Suez. À Gaza, la situation devient de plus en plus tendue. En février 1955, le commandant Ariel Sharon organise un raid aérien israélien très meurtrier. Sur Gaza? Oui, et ça met le feu aux poudres. On assiste à une mini-intifada conduite par les jeunes militants des frères musulmans. Le Caire réagit en faisant emprisonner 2 meneurs accusés d'être des communistes. Donc, une nouvelle fois, les Égyptiens ne veulent pas souffler sur les braises. Mais quand les Israéliens procèdent à un nouveau raid au mois d'août, Nasser laisse agir les fédayines palestiniens, dont certains ont été libérés des prisons égyptiennes pour l'occasion. Des gens qui se sont d'ailleurs éloignés de la confrérie, qui désapprouvent les actions violentes. Mais il est évident, les 2 attaques israéliennes le montrent, qu'Israël est bien décidé à consolider sa frontière méridionale et même, à l'occasion, de se débarrasser de Nasser. Oui, avec l'aide des Britanniques et des Français. Hein. Fin octobre 1956, Israël attaque l'Égypte et s'empare de Gaza au début novembre. Oui, tandis que l'opération franco-britannique sera, elle, bloquée par les États-Unis. Hein. Pour Gaza, il en résulte une première et éphémère occupation israélienne de 4 mois. Y a-t-il eu des actes de résistance, là? Peu, car les fédayines se sont repliés sur la frontière égyptienne, tandis que les frères musulmans, eux, ont opposé à l'occupation une résistance civile. Non violente, donc. Et quand cesse l'occupation? L'administration égyptienne reprend les choses en main à Gaza. Le Caire est alors déterminé à empêcher toute infiltration en Israël, et il interdit même le retour à Gaza des fédayines les plus politisés. Il faut noter que cela coïncide avec la volonté de la confrérie qui tient avant tout à préserver ses réseaux d'entraide sociale et religieuse.
Mais ces jeunes gens en colère, écartés à la fois par Nasser et par les frères musulmans, ne sont pas décidés à en rester là. Ces jeunes Gazaouis, dont Abu Djihad, Abu Liad et Arafat, créent en 1959 le mouvement palestinien de libération, c'est-à-dire le Fatah. Alors, Gaza a été un creuset pour la résistance palestinienne. Incontestablement. Tandis que plus que jamais, la confrérie demeure bien loin de cette agitation nationaliste et conserve un profil bas à Gaza. On en a la preuve. Un peu plus tard, en 1964, lors de la création de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à l'initiative de l'Égypte, qui va recruter des milliers de militants à Gaza, les frères musulmans restent alors totalement passifs. D'ailleurs, pour eux, Nasser est le nouveau pharaon. Un tyran. Exactement. Ça semble si vrai qu'il déclenche en août 1965 une nouvelle vague de répression contre les frères musulmans en Égypte. L'un de leurs idéologues, Saïd Qott, est même arrêté et pendu un an plus tard à l'issue d'un procès retentissant. Et bien sûr, après, le fondateur, Al-Banna, c'est un nouveau martyr, dont les idées extrémistes vont imprégner la confrérie. Mais ce qui est notable, à l'époque, c'est qu'on voit grandir l'audience d'un nouveau personnage. Un homme qui va devenir bientôt incontournable, Ahmed Yassine, un enseignant très pieux qui vit dans le camp de réfugiés de Chati, près de Gaza City. Ahmed Yassine va en effet tenir un grand rôle, d'abord dans l'histoire des frères musulmans à Gaza, puis dans la naissance du mouvement Hamas. La suite dans la revue 20e siècle, en 2012, avec le spécialiste du monde musulman Jean-Pierre Villus. Ahmed Yassine est né en 1936 à Joura, un village proche de l'actuel Ashkelon. Il a rejoint les frères musulmans assez jeunes, mais il a toujours suivi une ligne moralisante, accordant la priorité à la restauration spirituelle sur toute forme de militantisme actif. Immobilisé dans une chaise roulante par une infirmité précoce, Yassine prêche d'une voix ténue à la mosquée de Chati. Même s'il n'a accompli aucune étude religieuse, il a juste parfait son cursus d'enseignant par une formation en arabe et en anglais à l'université égyptienne d'Ain Shams, il est qualifié de cheikh par le cercle de plus en plus large de ses fidèles. Rendez-vous avec X. Yassine a lui aussi connu quelques problèmes avec les autorités égyptiennes à Gaza. Et il a même effectué un court séjour en prison. Mais dès sa libération, il occupe le vide laissé par l'élimination de tous les autres dirigeants de la confrérie, c'est-à-dire les cheikhs et notables qui avaient fondé la section des frères musulmans de Gaza et les dissidents qui avaient créé le Fatah et vivaient exilés dans les pays du Golfe. Ouais, bref, Yassine attendait son heure au fond. C'est cela. Et il a beau jeu de prêcher, surtout après le nouveau désastre des armées arabes lors de la guerre des 6 jours, que si Israël a triomphé, c'est grâce à la foi de son peuple et de ses combattants. Alors, dit-il que le soulèvement nationaliste et laïque des armées arabes et de l'OLP d'Arafat a conduit les Arabes à la défaite. En conséquence, les croyances islamiques et les vraies valeurs palestiniennes doivent être restaurées avant que puisse avoir lieu une révolte réussie. Ah oui. Et son message est entendu ? Oui. Yassine multiplie les prêches dans les mosquées des camps de réfugiés de Gaza. Il évoque avec simplicité et parfois humour la défaite honteuse des Arabes contre ce si petit État d'Israël. Et les convaincus recrutent à leur tour au sein de petits comités, chez les particuliers. Ça fait boule de neige. Mais après la guerre des 6 jours, Gaza, tout comme la Cisjordanie, est alors occupée par l'armée israélienne. Les cartes sont complètement redistribuées, non ? Naturellement. Et on observe alors une alliance de tous les mouvements palestiniens. Pour protester et lutter contre l'occupation. Mais seul le cheikh Yassine ne participe pas à cette union sacrée. Il ne veut pas se compromettre dans un face-à-face avec Israël qu'il estime perdu d'avance. Car les frères musulmans ont déjà été très affaiblis lors des précédentes répressions égyptiennes. Et notez bien que la modération affichée par Yassine correspond à ce moment-là à l'attitude de Moshe Dayan, le ministre de la Défense israélien. C'est-à-dire ?
Il n'entend pas intervenir, en tout cas le moins possible, dans la vie quotidienne des Palestiniens. La vie quotidienne, d'accord, mais la vie politique. Ça, c'est autre chose. Dès le début de l'occupation, les services secrets israéliens commencent à tisser leur toile dans les territoires afin de lutter contre le terrorisme. Mais la confrérie est considérée comme une organisation uniquement religieuse et apolitique. Donc on la laisse poursuivre ses activités sociales. Oui, sans vraiment s'intéresser à son histoire et à son idéologie. Mais il faut aussi dire que la priorité est alors l'OLP et les autres mouvements nationalistes. Israël va donc pacifier, à sa manière, la bande de Gaza, c'est-à-dire se débarrasser des réseaux de Fedayeen. Cette tâche confiée au général Sharon s'opère brutalement. Les camps de réfugiés sont quadrillés, des postes de contrôle sont aménagés, des caches d'armes sont détruites et les 2 principaux chefs de la résistance sont mis à mort. Au total, 380 Palestiniens de Gaza sont déportés, 3700 autres sont emprisonnés et 175 Fedayeen sont tués entre 1970 et 1971. Oui, ça, c'est la manière Sharon. Hein. Et face à cette violence-là, les frères musulmans ne réagissent pas? Non. Et la confrérie s'éloigne encore un peu plus de l'OLP d'Arafat, qui vient alors d'adopter une charte aux accents révolutionnaires affirmant que son combat est national et absolument pas religieux. Le fossé se creuse. Aussi les frères musulmans, épargnés par la répression intense en œuvre dans les territoires occupés et plus particulièrement à Gaza, en profitent pour développer des réseaux d'activités piétistes et sociales, soutien scolaire, animation sportive, organisation de noces collectives, sous l'appellation de Mujamma. Mujamma, ça veut dire quoi? Union islamique. Les frères bénéficient donc d'une tolérance bienveillante de la part du gouverneur israélien qui est curieusement chargé, tout comme son prédécesseur égyptien, d'administrer les affaires religieuses. La Mujamma se structure et essaime un peu partout dans la bande de Gaza en créant des centres sociaux qui sont à la fois des lieux de prière, des salles de sport, des écoles coraniques et des dispensaires. Et les hommes qui gravitent autour de Yassine seront 15 ans plus tard les futurs fondateurs du Hamas. En tout cas, la confrérie là, devient omniprésente à Gaza. Hein. Et elle recrute en masse et multiplie la construction de mosquées. Leur nombre va doubler en seulement quelques années. Un chiffre sans commune mesure avec l'accroissement de la population. Détail intéressant. La grande mosquée de Gaza, celle de Jafat al-Sharm, toute proche du domicile du cheikh Yassine, devient la vitrine de la Mujamma. Et elle est inaugurée en 1973 en présence du gouverneur israélien qui a autorisé sa construction. Ouais, on a là une connivence israélienne avec les frères musulmans. Absolument. L'objectif israélien est clair. Face à la montée en puissance de l'OLP, il faut encourager les forces qui lui sont hostiles. Et pendant ce temps-là, Israël ne concède rien sur les territoires. La Mujamma peut donc édifier de nouvelles mosquées sans même avoir obtenu les autorisations nécessaires. Les militaires s'en moquent. Mais avançons. En novembre 1977, le président égyptien Sadat effectue une visite historique en Israël. Une initiative vivement condamnée par les organisations palestiniennes. Hein. À l'exception de la Mujamma, du cheikh Yassine. Celle-ci y gagne un enregistrement officiel qui lui permet désormais de recevoir de l'argent depuis l'étranger. Autre bonne nouvelle pour Yassine. Les Israéliens autorisent la création d'une université islamique à Gaza dont les fondateurs sont pratiquement tous membres de la confrérie. Puis, en 1979, un vrai séisme secoue le monde musulman. Ah, ça, c'est la révolution en Iran. Hein. Oui, en Palestine, cela donne un nouvel élan aux islamistes. Et accessoirement, ça se traduit aussi par l'abandon de 25 ans de relations secrètes entre Téhéran et Tel Aviv. Deuxième événement considérable, toujours en 1979, un traité de paix est signé entre le premier ministre israélien Menahem Begin et le président égyptien Anwar al-Sadat. Il prévoit entre autres la possibilité d'une autonomie des populations de Cisjordanie et de Gaza. Dans cette lointaine perspective, Israël mise à nouveau sur le cheikh Yassine, dont l'organisation a été officiellement reconnue, tandis que les nationalistes palestiniens s'y opposent violemment. Dans ce soutien sans réserve à la Mujamma de Yassine, y a-t-il un certain aveuglement? Des Israéliens le pensent. En particulier, Avner Cohen, le responsable des affaires religieuses dans l'administration d'occupation, n'a de cesse de dénoncer le danger que pourrait représenter à l'avenir la montée en puissance de la Mujamma. Mais
Il n'est pas entendu. C'est dans ce contexte qu'un nouveau gouverneur israélien est nommé à Gaza. Et qui est celui-là? C'est un général, Yitzhak Segev, un universitaire arabophone qui était jusque-là en poste à Téhéran. Dès qu'il entre en fonction, il est frappé par ce qu'il voit à Gaza. La multiplication des mosquées, l'omniprésence des barbus. Bref, pour lui, il y a un développement sans précédent de l'islamisme. Et ça l'inquiète? Forcément, d'autant qu'il revient de Téhéran. Mais quand il s'en ouvre à des officiers du renseignement, ceux-ci lui disent l'islamisme. C'est l'antidote au poison de l'OLP. Donc, quand je parlais d'aveuglement... Oui, vous avez raison. Néanmoins, le général Segev, rompant avec la politique de la main de fer de ses prédécesseurs, prend un certain nombre d'initiatives qui pourraient conduire les Gazaouis sur le chemin de l'autonomie. Il donne par exemple des autorisations aux Palestiniens pour aller travailler en Israël. Il abolit les punitions collectives et il remplace plusieurs centaines de fonctionnaires israéliens par des Gazaouis dans l'administration civile. En fait, il fait ce qu'il peut pour neutraliser l'influence du Cheikh Yassine. Et ce sont des efforts qui paient? Mais qui sont contrariés par une actualité qui encourage les islamistes. Rappelez-vous, il y a la prise d'otages des diplomates américains à Téhéran, mais aussi la répression sanglante des insurgés de la Mecque. Par les forces saoudiennes, aidées par le GIGN français. Et enfin, il y a l'aide secrète que la CIA accorde aux Moudjahidines afghans pour contrer l'invasion soviétique. Autant de faits qui confortent à des degrés divers les convictions des islamistes et qui auront plus tard de graves conséquences. Pénaud. Ce général Segev, évoqué par M. X, est incontestablement un homme habile. Voici comment, selon le grand journaliste franco-israélien Charles Anderlin, il s'est comporté avec Ahmed Yassine. Segev a donc décidé de neutraliser le cheikh Yassine, au moins vis-à-vis de l'opinion publique à Gaza. Il se rend ainsi régulièrement au domicile du chef de la Moujama al-Islami, où il se fait à l'occasion inviter à déjeuner en compagnie de ses adjoints. Hospitalité oblige. À l'occasion aussi, il emmène le cheikh en tournée dans sa Jeep. La gauche palestinienne verra là une preuve de la collusion entre les islamistes et l'occupant, le Shabak. Lui, il s'agit des services secrets israéliens chargés de la sécurité intérieure. Le Shabak ne trouve rien à redire. Yassine et les responsables de son association ne cessent de répéter aux Israéliens que les gauchistes, les communistes et l'OLP sont leurs ennemis. Ce texte est donc extrait du livre de Charles Anderlin, Le Grand Aveuglement. En tout cas, pour le plus grand profit d'Israël, les Palestiniens de Gaza ne cessent de se déchirer. Par exemple, pour le contrôle du Croissant Rouge, qui est le seul véritable concurrent des frères musulmans au niveau des activités sociales. Fin 1979, les nationalistes ayant gagné les élections au sein de cette organisation, les islamistes se déchaînent au début de l'année 1980. Ils saccagent les locaux du Croissant Rouge, puis s'attaquent à tout ce qui n'est pas suffisamment halal. Halal, c'est-à-dire fidèle à la loi islamique. Donc ils saccagent des cafés, des vidéoclubs, un cinéma et des hôtels. Il faut observer que Tsahal, l'armée israélienne, observe ces violences sans réellement intervenir. Et le fossé entre la Mojama et l'OLP, ou les autres mouvements nationalistes, va aller encore en s'agrandissant dans les années suivantes. Enfin, je vous passe les détails. En tout cas, ce qui est notable, c'est que les services de sécurité israéliens ne considèrent toujours pas que les activités du Cheikh Yassine sont subversives ou terroristes. Pourtant, le devrait-il ? Bien sûr. En 1984, la confrérie rassemble les frères musulmans des autres pays arabes de la région autour d'un projet global pour la Palestine. Il s'agit clairement de soutenir et encourager les frères palestiniens à préparer le djihad. Yassine reçoit même du Koweït une forte somme pour acheter des armes et des munitions. Ce qu'il va faire ? Oui, il édifie un réseau d'achat d'armes par l'intermédiaire de mafieux israéliens. Mais est-il prêt à passer à l'action ? Non, il doit même calmer ces jeunes recrues qui piaffent d'impatience. Et en attendant, il détourne la soif d'action de ses militants contre tout ce qu'il considère comme anti-musulman. Ça amène quand même les autorités israéliennes à s'émouvoir, sans toutefois apporter de réponses concrètes. Ce qui met en fureur ce personnage dont je vous ai parlé, Avner Cohen. Dans un rapport au gouvernement, il écrit
que la Moujama est une organisation politique qui fédère des cellules organisées et camoufle son activité derrière un paravent religieux islamique. Ça, c'est un sérieux avertissement. Et il prévient. Nous risquons de payer cher notre attitude conciliante envers la Moujama. Et ce qui l'inquiète particulièrement, ce sont tous ces fonds qui proviennent de l'étranger sous couvert d'institutions islamiques. Et ça conduit quand même les Israéliens à agir. En juin 1984, une perquisition est opérée chez Yassine. Le cheikh est arrêté suite à la découverte d'une 60aine d'armes dissimulées dans sa mosquée. Et il est condamné à 13 ans de prison. C'est une première. Oui, mais il est libéré moins d'un an plus tard, dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Israël et un mouvement dissident au sein de l'OLP. Et bien sûr, il incarne désormais la figure d'un martyr vivant dont le prestige grandit bien au-delà de la seule sphère islamiste. Ce qui n'enlève rien à son attitude attentiste. C'est vrai. Ça pousse même un ancien de ses partisans à créer le djihad islamite à Gaza. Cette nouvelle entité va commencer à perpétrer des attaques anti-israéliennes à partir de 1986. Réaction de Yassine? Il muscle son organisation, lui adjoignant un appareil clandestin de sécurité. La première branche armée des frères musulmans qui doit neutraliser les infiltrations israéliennes et combattre les actions clandestines du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël. En même temps, la lutte contre les collaborateurs présumés devient prioritaire. Ça, c'est un changement d'orientation. Pas vraiment, car il n'est toujours pas question de lutter ouvertement contre l'occupation israélienne. Les vrais ennemis sont toujours les communistes, les nationalistes, les impies, bref, les mauvais musulmans. Et ça doit arranger les Israéliens. Évidemment, même si les plus lucides des dirigeants israéliens observent avec une inquiétude croissante les activités du mouvement de Yassine, qui semble de plus en plus intolérant et violent. Les attaques contre les mosquées hostiles se multiplient et aussi les attaques contre les personnes. En juillet 1986, le vice-président du syndicat des médecins est attaqué par des islamistes qui lui brisent les deux jambes. Et de plus en plus, l'administration israélienne est accusée de fermer les yeux sur les exactions islamistes. Ce qui semble vrai, non? Ça oblige le gouverneur militaire de Gaza à réunir une centaine d'imams, de cadis et de maires des localités de Gaza afin de les mettre en garde. La violence islamiste doit cesser. Avner Cohen prononce à l'occasion un discours musclé contre le danger islamisme. Mais le recteur de l'université islamique, qui est aussi le bras droit d'Ahmed Yassine, lui réplique de façon humiliante. Cependant, les avertissements ne cessent plus. Un universitaire arabisant, Emmanuel Sivan, remet ainsi un rapport alarmiste au secrétaire du gouvernement israélien, Yossi Beilin, en vain. La gravité des événements de Gaza donc continue à être sous-estimée par Israël. Et pourtant, en avril 1987, un rapport de l'administration militaire fait état d'une situation véritablement catastrophique à Gaza. Non seulement la densité de la population devient intolérable, songez qu'on compte 1730 personnes au kilomètre carré. Mais le territoire est maintenant confronté à un grave problème d'alimentation en eau potable. En outre, il n'existe pas de vrai système d'épuration des eaux usées. Bref, la bande de Gaza est totalement délaissée par l'administration israélienne et toutes les infrastructures sont délabrées, à tel point que les employés israéliens sont priés de ne plus rentrer dans les écoles et les lycées. Et c'est une situation qui doit être exploitée par le mouvement de Yassine. Bien sûr, bien entendu, et d'autant que son emprise est favorisée par l'immunité que lui garantissent les autorités israéliennes. Ça atteint un tel niveau qu'un expert de la Shabak, le service israélien de sûreté intérieure, estime que l'activité des groupes islamiques représente à terme un danger potentiel plus important que les groupes révolutionnaires violents. Cependant, les événements de 1987 et le déclenchement de la première intifada semblent infirmer au moins provisoirement ce constat, car le mouvement de Yassine va sembler dépassé. Alors, comment ça commence là, en 87 En mai 1987, 6 détenus, membres du djihad islamique, s'évadent du quartier de haute sécurité de la prison de Gaza. Parmi eux se trouve le fils d'un des dirigeants du Fatah. Puis, début août, un capitaine des forces israéliennes est abattu dans sa voiture à Gaza par le djihad islamique, tandis que plusieurs grenades sont lancées de nuit sur les bâtiments de l'administration militaire. 2 mois plus tard, les évadés sont localisés et 4 d'entre eux sont liquidés au cours d'une embuscade. Et ils deviennent des martyrs. Naturellement.
Les autorités israéliennes donnent l'ordre de détruire leurs maisons. Quelques jours plus tard, le djihad islamique appelle à la grève générale. Et l'agitation se répand dans tout occupé. À Gaza, l'administration en appelle aux notables afin qu'ils calment la situation, mais ces derniers n'ont plus aucun pouvoir face à la rue. Le 10 octobre, une fillette palestinienne est abattue à Gaza par un colon. Le gouverneur ordonne la fermeture de l'université islamique, ce qui déclenche de nouvelles manifestations et un second mot d'ordre de grève générale. Les événements s'accélèrent. Oui, peu après, 6 soldats de Tsahal sont tués en route Galilée par un membre du FPL-PCG. Oui, c'est une organisation radicale et marxiste, dissidente de l'OLP. Et l'auteur de ces meurtres est célébré comme un héros. Ensuite, au début décembre, un commerçant israélien venu faire ses achats à Gaza est tué. Puis un autre civil israélien. 5 jours plus tard, l'armée impose le couvre-feu à Gaza. Le surlendemain, un accident de la route met définitivement le feu au baril de poudre qu'est devenu Gaza. Un semi-remorque, conduit par un Israélien, heurte de plein fouet un taxi transportant 7 ouvriers d'un camp de réfugiés. 4 meurent sur le coup. Aussitôt, un bruit court. Le chauffeur aurait vengé l'assassinat de son frère 2 jours plus tôt. Vrai ? Franchement, je n'en sais rien. Mais des milliers de personnes suivent les cercueils des défunts, puis attaquent à coups de pierre un poste de garde israélien à Djebalia. Des barricades sont dressées durant la nuit dans toute la bande de Gaza. Toujours le même jour, une patrouille israélienne tire sur la foule et provoque la mort de plusieurs manifestants. Suivent de nouvelles attaques à coups de pierre et de bouteilles incendiaires. Ouais, cette fois, la première intifada a vraiment commencé. Et tout au long alors de ces violents incidents-là, comment réagit le cheikh Yassine ? Visiblement pris de court, il n'a pas bougé. Mais le 9 décembre, il convoque la direction de la Mjamma à son domicile. Pour lui, l'heure est grave, car les frères musulmans ont été conspués lors de l'enterrement d'un Palestinien qui a été proclamé premier martyr de l'intifada. Alors, on leur reproche leur passivité envers Israël. Une position qui est devenue intenable. Pourtant, la majorité des Khan de la Mujamma croient encore prématuré d'ouvrir une confrontation avec Israël tant le rapport de force est écrasant en faveur de Tsahal. Et c'est Ahmed Yassine qui impose l'option nationaliste à ses partisans islamistes. Dans les tout premiers jours qui suivent, un tract est distribué dans les rues de Gaza. Il est signé Hamas, mouvement islamique de résistance. Et ça, c'est l'acte de naissance du Hamas. Qui sera officialisé le 14 décembre 1987 par Yassine. Dès le départ, le nouveau mouvement met en cause le régime d'occupation militaire à Gaza et en Cisjordanie. Il dénonce aussi la colonisation des terres effectuée depuis 1967. Alors Yassine, sous la pression des événements, a donc sauté le pas. Et fait le choix stratégique de l'option nationaliste. Mais Yassine revendique sa filiation avec Hassan al-Banna et la confrérie des frères musulmans. En tout cas, cela signifie bien sûr que le cheikh et ses amis renoncent à l'immunité relative et même au soutien implicite dont ils bénéficiaient. Désormais, ils se préparent à subir arrestations et perquisitions comme toutes les autres organisations palestiniennes de résistance. Mais nous verrons cela dans notre prochain entretien. Traînent au maniement des armes. Parmi eux, il y a des jeunes gens qui vont ensuite poursuivre leurs études au Caire, où ils rejoignent l'Union des étudiants palestiniens, qui va bientôt être dirigée par Yasser Arafat. Et d'où vient-il, lui ? Arafat est le fils d'un commerçant de Gaza, réfugié au Caire. C'est un compagnon de route des frères musulmans, mais il n'a jamais été membre de la confrérie. En juillet 1952, date importante, la monarchie égyptienne est renversée par ceux qui s'appellent eux-mêmes les officiers libres, les frères musulmans, ont soutenu le mouvement. Et ils sont remerciés en se voyant offrir la municipalité de Gaza. Il aurait aussi permis d'acheminer une grosse aide humanitaire aux réfugiés de Gaza via des trains égyptiens. Mais il y a une contrepartie. Les nouveaux dirigeants du Caire, et parmi eux Nasser, ordonnent qu'ils cessent leurs infiltrations en Israël. Pas de provocation, c'est ça ? Oui, mais ça déclenche la fureur des militants les plus jeunes et les plus engagés. Des gens qui feront parler d'eux plus tard comme Abu Djihad ou Abu Yad. Ouais. Leur nom de guerre. Bien sûr. Et tous deux constituent chacun des groupuscules d'opposition.
Il n'empêche qu'en cette année 1954, les frères musulmans représentent le parti politique le plus important à Gaza. Mais ce triomphe est provisoire. En octobre de la même année, Nasser est victime d'une tentative d'assassinat. Il en profite pour se débarrasser de son rival, le général Neguib, l'autre chef des officiers libres jugés proches des frères musulmans. Et presque inévitablement, cela entraîne une première et sévère vague de répression contre ces frères musulmans. Oui, parce que Nasser considère qu'ils sont complices. Et à Gaza, ce sont les jeunes militants de la confrérie qui s'imposent tout en conspuant le dictateur Nasser. Ouais. À cette date, on s'achemine vers la crise de Suez. À Gaza, la situation devient de plus en plus tendue. En février 1955, le commandant Ariel Sharon organise un raid aérien israélien très meurtrier. Sur Gaza? Oui, et ça met le feu aux poudres. On assiste à une mini-intifada conduite par les jeunes militants des frères musulmans. Le Caire réagit en faisant emprisonner 2 meneurs accusés d'être des communistes. Donc, une nouvelle fois, les Égyptiens ne veulent pas souffler sur les braises. Mais quand les Israéliens procèdent à un nouveau raid au mois d'août, Nasser laisse agir les fédayines palestiniens, dont certains ont été libérés des prisons égyptiennes pour l'occasion. Des gens qui se sont d'ailleurs éloignés de la confrérie, qui désapprouvent les actions violentes. Mais il est évident, les 2 attaques israéliennes le montrent, qu'Israël est bien décidé à consolider sa frontière méridionale et même, à l'occasion, de se débarrasser de Nasser. Oui, avec l'aide des Britanniques et des Français. Fin octobre 1956, Israël attaque l'Égypte et s'empare de Gaza au début novembre. Oui, tandis que l'opération franco-britannique sera, elle, bloquée par les États-Unis. Pour Gaza, il en résulte une première et éphémère occupation israélienne de 4 mois. Y a-t-il eu des actes de résistance, là? Peu, car les fédayines se sont repliés sur la frontière égyptienne, tandis que le Xe siècle, un monstre qui finit par échapper à son créateur et sombre dans la violence. Ouais. La comparaison vous semble-t-elle être pertinente? Oui et non, mais nous allons voir cela de plus près. Pour bien comprendre d'où vient le Hamas, il faut remonter à l'époque où la Palestine vivait sous mandat britannique. Ouais, depuis la fin de l'Empire ottoman et avant la création d'Israël. L'événement fondateur, c'est la création en mars 1928 de la confrérie des frères musulmans. En Égypte. C'est ça. Son fondateur, Hassan el-Banna, qui sera assassiné en 1949, a l'ambition d'édifier un mouvement authentiquement populaire qui poursuit 2 objectifs: la régénération morale de l'islam et la restauration politique des droits du peuple face aux colons britanniques. Qui exerce aussi sa tutelle sur l'Égypte. Et ça se traduit concrètement comment? Dans la deuxième moitié des années 30, un juge religieux, Ezzeddin al-Qassam, lance la guérilla anti-britannique en Palestine au nom du djihad. De la guerre religieuse, donc. Mais il est tué par l'armée en 1935. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de la résistance palestinienne et l'une des forces combattantes du Hamas porte son nom. Enfin, sautons quelques années. Après la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans créent une section à Gaza, une structure très intégrée à l'appareil égyptien de la confrérie. Et lorsqu'à l'hiver 47-48, Londres renonce de fait à assurer l'administration du district de Gaza, cela favorise la minorité active des frères musulmans sur place. Ouais. Et après la création d'Israël, alors? D'abord, il faut observer qu'il existe 2 branches des frères musulmans en Palestine. L'une est rattachée aux frères jordaniens, et c'est le creuset du futur Fatah, et l'autre, proche des Égyptiens, où l'on trouve un certain Ahmed Yassine, deviendra le Hamas. Le cheikh Yassine, c'est Oui, ça? et j'évoquerai ce personnage un peu plus tard. Quand commence la première guerre israélo-arabe en mai 1948, l'armée égyptienne intervient à Gaza. Est-ce que les frères musulmans participent au combat? Ils en sont, oui, mais ils refusent d'être inféodés aux forces égyptiennes. Et cette indiscipline conduit le Caire à interdire les frères musulmans et même à confisquer tous leurs biens. La suite, vous la connaissez, après l'armistice de 1949, Gaza devient égyptienne tandis que la Cisjordanie est incorporée à la Jordanie. En même temps, quelques 200 000 réfugiés palestiniens rejoignent Gaza, où l'ONU les regroupe dans des camps. Et ce brusque afflux de population accélère l'urbanisation de la bande de Gaza, qui, en dehors de 2 grandes agglomérations, était surtout un espace couvert de champs et de vergers. Et les frères musulmans? Ils sont toujours interdits à Gaza, comme en Égypte, mais ils se donnent une façade légale, l'association de l'unification qui a pour but la diffusion de la foi
et les activités sociales et culturelles, comme par exemple la création de camps de jeunesse. Pas de politique, donc. Apparemment, en effet, car des militants plus déterminés sont les frères musulmans, eux, ont opposé à l'occupation une résistance civile. Non violente, donc. Et quand cesse l'occupation? L'administration égyptienne reprend les choses en main à Gaza. Le Caire est alors déterminé à empêcher toute infiltration en Israël et il interdit même le retour à Gaza des fédayines les plus politisés. Il faut noter que cela coïncide avec la volonté de la confrérie qui tient avant tout à préserver ses réseaux d'entraide sociale et religieuse. Mais ces jeunes gens en colère, écartés à la fois par Nasser et par les frères musulmans, ne sont pas décidés à en rester là. Ces jeunes Gazaouis, dont Abu Djihad, Abu Liad et Arafat, créent en 1959 le mouvement palestinien de libération, c'est-à-dire le Fatah. Alors, Gaza a été un creuset pour la résistance palestinienne. Incontestablement. Tandis que plus que jamais, la confrérie demeure bien loin de cette agitation nationaliste et conserve un profil bas à Gaza. On en a la preuve. Un peu plus tard, en 1964, lors de la création de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à l'initiative de l'Égypte, qui va recruter des milliers de militants à Gaza, les frères musulmans restent alors totalement passifs. D'ailleurs, pour eux, Nasser est le nouveau pharaon. Un tyran. Exactement. Ça semble si vrai qu'il déclenche en août 1965 une nouvelle vague de répression contre les frères musulmans en Égypte. L'un de leurs idéologues, Saïd Qott, est même arrêté et pendu un an plus tard à l'issue d'un procès retentissant. Et bien sûr, après, le fondateur, Al-Banna, c'est un nouveau martyr, dont les idées extrémistes vont imprégner la confrérie. Mais ce qui est notable, à l'époque, c'est qu'on voit grandir l'audience d'un nouveau personnage. Un homme qui va devenir bientôt incontournable, Ahmed Yassine, un enseignant très pieux qui vit dans le camp de réfugiés de Chati, près de Gaza City. Ahmed Yassine va en effet tenir un grand rôle, d'abord dans l'histoire des frères musulmans à Gaza, puis dans la naissance du mouvement Hamas. La suite dans la revue 20e siècle, en 2012, avec le spécialiste du monde musulman Jean-Pierre Villus. Ahmed Yassine est né en 1936 à Joura, un village proche de l'actuel Ashkelon. Il a rejoint les frères musulmans assez jeunes, mais il a toujours suivi une ligne moralisante, accordant la priorité à la restauration spirituelle sur toute forme de militantisme actif. Immobilisé dans une chaise roulante par une infirmité précoce, Yassine prêche d'une voix ténue à la mosquée de Chati. Même s'il n'a accompli aucune étude religieuse, il a juste parfait son cursus d'enseignant par une formation en arabe et en anglais à l'université égyptienne d'Ain Shams. L'actualité est ainsi faite que les événements, même les plus dramatiques, disparaissent rapidement de la une des journaux dès que le sang ne coule plus. Ce fut particulièrement le cas ce dernier été où les foyers d'embrasement se sont multipliés dans le monde entier, Gaza, Ukraine, Libye, Irak et aujourd'hui encore la terrible menace de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais si l'actualité est volontiers oublieuse, les plaies restent vives et sont même grosses de conflits à venir. Ainsi, à Gaza. Après une guerre de 50 jours qui a causé la mort de plus de 2000 Palestiniens et celle d'un peu plus de 70 Israéliens, de nombreuses parties du territoire ne sont plus que des champs de ruines après les frappes massives de l'opération israélienne Barrière de protection. Et des dizaines de milliers d'habitants sont condamnés à vivre sans toit et dans le dénuement le plus absolu. Cependant, si M. X a choisi de revenir sur cette nouvelle guerre de Gaza, c'est pour proposer de découvrir qui est réellement ce meilleur ennemi de l'État hébreu, le mouvement Hamas. D'où vient-il? Quelle est sa véritable force? Et pourquoi, après avoir longtemps bénéficié de la mansuétude, sinon de la connivence des dirigeants israéliens,
son existence semble-t-elle devenue une menace permanente pour Israël. C'est en tout cas ce qu'affirment ses dirigeants. Une première observation d'abord. L'histoire du Hamas est indissociable de celle de la bande de Gaza. Il faut le rappeler, c'est une minuscule bande de terre. Oui, c'est un territoire de seulement 360 km² qui s'étire le long de la Méditerranée sur une quarantaine de kilomètres. Au nord de Gaza, sa profondeur n'est que de 5 km et elle ne s'élargit que de 13 km à la frontière égyptienne. Au sud. Mais c'est aussi une zone surpeuplée. En effet, puisque ce tout petit territoire rassemble presque 2 millions d'habitants. Une densité tout à fait exceptionnelle. Et même unique. Alors, le Hamas et son origine. On se trouve tout de suite en face de deux théories complètement contradictoires et aussi sujettes à caution l'une que l'autre. La première, c'est celle des dirigeants du Hamas eux-mêmes. Ils soutiennent que leur mouvement est absolument indépendant de toute manipulation étrangère, qu'elle soit égyptienne ou même israélienne. Oui. Et la deuxième théorie, alors ? Elle prétend à l'inverse que cette organisation islamiste est une pure création des services secrets israéliens qui entendaient ainsi embarrasser les Palestiniens de l'OLP. L'OLP de Yasser Arafat. En permettant l'existence d'un mouvement rival. Selon les tenants de cette thèse, le Hamas ne serait qu'un golem, c'est-à-dire, selon la tradition juive, un être artificiel créé par un rabbin kabbaliste de Prague au XVIe. Il est qualifié de chèque par le cercle de plus en plus large de ses fidèles. Rendez-vous avec X. Yassine a lui aussi connu quelques problèmes avec les autorités égyptiennes à Gaza. Et il a même effectué un court séjour en prison. Mais dès sa libération, il occupe le vide laissé par l'élimination de tous les autres dirigeants de la confrérie, c'est-à-dire les cheikhs et notables qui avaient fondé la section des frères musulmans de Gaza et les dissidents qui avaient créé le Fatah et vivaient exilés dans les pays du Golfe. Bref, Yassine attendait son heure, au fond. C'est cela. Et il a beau jeu de prêcher, surtout après le nouveau désastre des armées arabes lors de la guerre des 6 jours, que si Israël a triomphé, c'est grâce à la foi de son peuple et de ses combattants. Alors, dit-il que le soulèvement nationaliste et laïque des armées arabes et de l'OLP d'Arafat a conduit les Arabes à la défaite. En conséquence, les croyances islamiques et les vraies valeurs palestiniennes doivent être restaurées avant que puisse avoir lieu une révolte réussie. Ah oui. Et son message est entendu ? Oui. Yassine multiplie les prêches dans les mosquées des camps de réfugiés de Gaza. Il évoque avec simplicité et parfois humour la défaite honteuse des Arabes contre ce si petit État d'Israël. Et les convaincus recrutent à leur tour au sein de petits comités, chez les particuliers. Ça fait boule de neige. Mais après la guerre des 6 jours, Gaza, tout comme la Cisjordanie, est alors occupée par l'armée israélienne. Les cartes sont complètement redistribuées, non ? Naturellement. Et on observe alors une alliance de tous les mouvements palestiniens. Pour protester et lutter contre l'occupation. Mais seul le cheikh Yassine ne participe pas à cette union sacrée. Il ne veut pas se compromettre dans un face-à-face avec Israël qu'il estime perdu d'avance. Car les frères musulmans ont déjà été très affaiblis lors des précédentes répressions égyptiennes. Et notez bien que la modération affichée par Yassine correspond à ce moment-là à l'attitude de Moshe Dayan, le ministre de la Défense israélien. C'est-à-dire ? Il n'entend pas intervenir, en tout cas le moins possible, dans la vie quotidienne des Palestiniens. La vie quotidienne, d'accord, mais la vie politique ? Ça, c'est autre chose. Dès le début de l'occupation, les services secrets israéliens commencent à tisser leur toile dans les territoires afin de lutter contre le terrorisme. Mais la confrérie est considérée comme une organisation uniquement religieuse et apolitique. Donc on la laisse poursuivre ses activités sociales. Oui, sans vraiment s'intéresser à son histoire et à son idéologie. Mais il faut aussi dire que la priorité est alors l'OLP et les autres mouvements nationalistes. Israël va donc pacifier, à sa manière, la bande de Gaza, c'est-à-dire se débarrasser des réseaux de Fedaïn. Cette tâche confiée au général Sharon s'opère brutalement. Les camps de réfugiés sont quadrillés, des postes de contrôle sont aménagés, des caches d'armes sont détruites et les deux principaux chefs de la résistance sont